Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le faune revisité. Figure du souhait. Dans l'après-midi d'un faune. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Céline Mortettimaqua, Bacchus de la civilisation pompéienne au monde médiéval, 2010. Michel Fattal, Saint Paul face aux philosophes épicuriens et stoïciens, 2010. Jean Morel, Kierkegaard et Heidegger. Essai sur la décision, 2010. Sylvia Mattei, Voltaire et les voyages de la raison, 2010. Jacques Steiwer, Vers une théorie de la connaissance systémique, 2010. Francis Hutcheson, Épistémologie de la morale, Illustration sur le sens moral, 1728. Correspondance entre Gilbert Burnet et Francis Hutcheson, 1725. Réflexion sur le rire et remarques sur la fable des abeilles, 1725 à 1726. Avant-propos, introduction et traduction inédite de l'anglais de Olivier Abitboul, 2010. Yvem AYZAUD, Personne, Communauté et Monade chez Husserl, 2010. Susanna Lindberg, Heidegger contre Hegel, Les Irréconciliables, 2010. Nishida Kitaro, Essai de philosophie 3. La science expérimentale, explication schématique, traduction de Michel Dalicier et Ibaragi Daisuke, 2010. Max Wido, L'humanisme éthique en action, Humanistique et réalité, 2010. Thierry Houle, L'eau et la pensée grecque. Du mythe à la philosophie, 2010. L'après-midi d'un faune. Églogue. Le faune. Ces nymphes, je les veux perpétuer. Si clair. Leur incarnat léger qu'ils voltigent dans l'air. Assoupi de sommeil touffu. Aimais-je un rêve? Mon doute, amas de nuit ancienne, s'achève. En main rameau subtil, qui demeurait les vrais. Moi-même prouve hélas que bien seul je m'offrais. Pour triomphe la faute idéale de rose. Réfléchissons. Ou si les femmes dont tu gloses figure un souhait de tes sens fabuleux. Faune, l'illusion s'échappe des yeux bleus. Effroi comme une source en pleurs de la plus chaste. Mais l'autre tout soupire, dis-tu quel contraste. Comme brise du jour chaude dans ta toison? Que non, par l'immobile hélas pas moison. Suffocant de chaleur le matin frais s'il lutte. Ne murmure point d'eau que ne verse ma flûte. Au bosquet arrosé d'accord, et le seul vent. Hors des deux tuyaux prompt à s'exhaler avant. Qu'il disperse le son dans une pluie aride. C'est à l'horizon pas remué d'une ride. Le visible et serein souffle artificiel. De l'inspiration qui regagne le ciel. Au bord sicilien d'un calme marécage. Qu'à l'envie de soleil ma vanité saccage. Tacite sous les fleurs d'étincelles, comptez. Que je coupais ici les creux roseaux domptés. Par le talent, quand sur l'or glauque de lointaine. Verdure dédiant leurs vignes à des fontaines. On doit une blancheur animale au repos. Et qu'au prélude lent où naissent les pipeaux. Ce vol de cygnes, non de naïades se sauve. Ou plonge. Inerte, tout brûle dans leur fauve. Sans marquer par quel art ensemble d'étalats. Trop d'hymens souhaités de qui cherche le là. Alors m'éveillerai-je à la ferveur première. Droit et seul sous un flot antique de lumière. Lisse, et l'un de vous tous pour l'ingénuité. Autre que ce doux rien par leurs lèvres ébruitées. Le baiser qui tout bas des perfides assure. Mon sein vierge de preuve atteste une morsure. Mystérieuse, due à quelque auguste dent. Mais baste, arcane tel élu pour confident. Le jonc vaste et jumeau dont sous l'azur on joue. Qui, détournant à soi le trouble de la joue. Rêve dans un solo long que nous amusions. La beauté d'alentour par des confusions. Fausse entre elle-même et notre chant crédule.
Et de faire aussi haut que l'amour se module. Évanouir du songe ordinaire de dos. Ou de flancs purs suivis avec mes regards clos. Une sonore, vaine et monotone ligne. Tâche donc, instrument des fuites aux malignes. Syrinx, de refleurir au lac où tu m'attends. Moi, de ma rumeur fière, je vais parler longtemps. Des déesses, et par d'idolâtres peintures. À leur ombre enlever encore des ceintures. Ainsi, quand des raisins j'ai sucé la clarté. Pour bannir un regret par ma feinte écartée. Rieur, j'élève au ciel d'été la grappe vide. Et soufflant dans ses peaux lumineuses, avide. D'ivresse, jusqu'au soir je regarde au travers. Ô nymphes, regonflons des souvenirs d'hiver. Mon œil, trouant les joncs, dardait chaque encolure. Immortel qui noie en l'onde sa brûlure. Avec un cri de rage au ciel de la forêt. Et le splendide bain de cheveux disparaît. Dans les clartés et les frissons, aux pierreries. J'accours quand à mes pieds s'entrejoignent meurtris. De la langueur goûtée à ce mal d'être deux. Les dormeuses parmi leurs seuls bras hasardeux. Je les ravis sans les désenlacer et vole. À ce massif, haï par l'ombrage frivole. Le rose tarissant tout parfum au soleil. Où notre ébat au jour consumé soit pareil. Je t'adore, courroux des vierges, aux délices. Farouche du sacré fardeau nu qui se glisse. Pour fuir ma lèvre en feu buvant comme un éclair. Tressaille, la frayeur secrète de la chair. Des pieds de l'inhumaine au cœur de la timide. Qui délaisse à la fois une innocence, humide. De larmes folles ou de moins tristes vapeurs. Mon crime, c'est d'avoir gai de vaincre ses peurs. Traîtresse, diviser la touffe échevelée. De baisers que les dieux gardaient si bien mêlés. Car à peine j'allais cacher un rire ardent. Sous les replis heureux d'une seule, gardant. Par un doigt simple, afin que sa candeur de plume. Se teignit à l'émoi de sa sœur qui s'allume. La petite, naïve et ne rougissant pas. Que de mes bras, défaits par de vagues trépas. Cette proie, à jamais ingrate se délivre. Sans pitié du sanglot dont j'étais encore ivre. Tant pis. Vers le bonheur d'autres m'entraîneront. Par leurs tresses nouées aux cornes de mon front. Tu sais ma passion que pourpre est déjà mûre. Chaque grenade éclate et d'abeilles murmure. Et notre sang, épris de qui le va saisir. Coule pour tous les seins éternels du désir. À l'heure où ce bois d'or et de cendre se teinte. Une fête s'exalte en la feuillée éteinte. Etna. C'est parmi toi visité de Vénus. Sur ta lave posant tes talons ingénus. Cantonne une somme triste où s'épuise la flamme. Je tiens la reine. Au surchâtiment. Non, mais l'âme. De paroles vacantes et ce corps alourdi. Tard succombe au fier silence de midi. Sans plus il faut dormir en l'oubli du blasphème. Sur le sable altéré gisant et comme j'aime. Ouvrir ma bouche à l'astre efficace des vins. Couple, adieu, je vais voir l'ombre que tu devins. Stéphane Mallarmé. L'après-midi d'un faune, églogue. 1876. Prologue. Dire. C'est vers le dire que le faune se tourne pour éclaircir l'énigme d'un émoi dont le sens est perdu. Entrer dans le discours qui négocie son retour vers son mystère, l'émoi s'y dissémine ou essaime dans les figures multiples et récurrentes du souhait. L'intensité du désir se propage dans le discours, et c'est son discours qui renvoie vers le faune le choc de son désir amplifié d'autant qu'il est dit. Cette circularité du désir et du discours est servie par la venue, advenue, au visible du drame dont le faune compte les épisodes, ou les fait dire comme en écho par le décor, un écho auquel il demande de confirmer le récit qu'il s'essaye à en faire. Son discours inséré dans les données du sensible, couleurs, sons et textures, espace et temps, où ces données s'y insérant permettent au faune d'en faire le lieu et l'instrument du regard qu'il porte sur son état, un regard doué de paroles qui se déploie alors dans la distance nécessaire prise d'avec ce corps muet, mutisme du désir inquiet auquel le discours supplée, auquel il donne des mots, ce tout-puissant qui le nourrissant lui offre une image de lui-même, un reflet ou un effet, une figure encore de sa propre intensité. Ce dit du désir consiste en l'alternance d'un art chaste, celui de la dissémination du sens dans le son, la rime et l'homophonie 1,
et en un mouvement qui contredit celui-ci et consiste, lui, en un rassemblement du sens, à l'articulation des affects et des sensations en un faisceau d'indices à partir duquel le faune procède à l'identification des nymphes, en un discours qui fera d'elles des données intelligibles. Cette fiction opère une représentation par le récit et la description, qui gravite vers un modèle de cohérence dont la mimésis picturale est le modèle. Ce modèle est alors sous-jacent au dispositif spéculaire mis en place dans le monologue. Il introduit dans le récit des perceptions et des sensations dites nues et immédiates, des traits, des conventions empruntées à la peinture et à la représentation mimétique. Son opératoire, machiné par Mallarmé, confirme l'aspect de vignette, vue et scène que prennent ces petits spectacles qui se suivent sans se ressembler dans l'ordonnance du monologue. Ce spectacle qui consisterait en un double motif principal, l'apparition et la disparition des nymphes, l'étreinte et la fuite, tour à tour configurés puis raturés ou mis de côté, n'est pas sans rappeler les avatars que subit un même motif le long d'une suite d'esquisses ou de dessins préparatoires, une séquence dont les inflexions seraient signalées tout des apostrophes, à bord par des variations de style et de composition, équivalentes aux variations et reprises typographiques dans le texte, variations et reprises que signalent les injonctions ou interjections émises par le faune. C'est dans l'exercice de la vue, dans un regard fixé sur le visible mais instruit et secondé par des vocables et des images, c'est dans le tri des sensations auxquelles il donne des noms, auxquelles il attribue des qualités qu'il cherche à rattacher à des causes et des référents dans le sensible, que le faune, dans les 3 premiers vers du monologue, élabore cette corrélation, qui reste défectueuse, entre les traces d'un effet plaisir et le monde naturel qui l'entoure afin d'y rechercher, d'y reconstituer et y insérer le fait, la fiction d'un événement qui reste de nature douteuse. C'est dans le trafic rapide de la transposition des sensations aux mots, dans le va-et-vient du sensible vers le verbal et du verbal vers le sensible, que le faune semble s'égarer. S'évertuant à dénier toute crédibilité à ces transpositions qui sont le modus operandi de son discours, il continue d'en générer l'inévitable prolifération dans des registres ostensiblement opposés, celui de la reconstitution qui se voudrait directe d'un fait, l'étreinte des nymphes, qui ne cesse d'échapper à la représentation que le faune veut en donner, et celui de L', interprétation dans le sens musical du terme, non un vécu accessible par la pensée et par les sens, mais une transposition qui joue résolument dans la distance et qui joue de la distance des transpositions d'art. Le rendu des impressions, des sensations et des visions auxquelles le faune adhère un moment puis écarte, est cette matière, verbale et affective, qui prête au désir des figures en qui il s'incarne et se laisse percevoir et du même mouvement, en diffère la réalisation, la met hors de portée. On se propose de mettre en valeur le rôle que joue ici l'exercice rhétorique de la vue aux côtés des autres sens, dans un opératoire poétique qui, s'attachant de prime abord à articuler des données éparses du sensible, et du visible en particulier, en un modèle d'intelligibilité, échappe au contrôle du faune et se défait en une prolifération de transpositions à double voix, cependant toujours circonscrites dans les mots. Le faune tente de s'approprier le sensible, de le travailler par la parole pour en faire l'instrument de la poursuite et de la saisie des nymphes. Cependant, le champ du visible, ce plan sur lequel, pour mieux les cerner, le faune va esquisser les figures des nymphes, se révèle à l'usage comme le lieu d'un échec inattendu, paradoxal. L'objet du désir s'y rend d'autant plus inaccessible qu'il s'incarne dans les figures multiples et instables dont les sens s'abusent, trouble des sens et de la parole, discrédit jeté jusque sur l'émotion du faune et sur le discours qui en convoit les effets. Le faune en fait état, mais il ne sait y remédier que par l'invention de scènes inspirées par un imaginaire nourri d'images conventionnelles empruntées à l'iconographie païenne et rococo. Cet imaginaire procède alors par la description de scènes conçues sur le modèle de composition picturale, tant pour ce qui concerne l'illusionnisme de la représentation mimétique, que pour les motifs iconographiques et littéraires. Ce procédé au moyen duquel l'imagination du faune et son discours s'approprient des scènes déjà peintes et décrites, et dans lesquelles il apparaît comme l'agent de la violence sexuelle qui s'y donne à voir, ne ferait qu'inscrire en abîme dans le monologue un procédé de transposition libre élaboré à partir d'un modèle concret. Aileen Souffrin-Le Breton a établi que les protagonistes et la scène de l'après-midi d'un faune sont empruntés à une composition de François Boucher, Pan et Syrinx, 1759,
reprise dans une miniature de Charlier dont Mallarmé aurait lu la description faite par Paul de Mantz dans l'Artiste du 21 février 1858-2. Cette transposition revêt cependant des caractères particuliers. On voudra en effet voir un effet d'ekphrasis dans cette manœuvre mallarméenne, qui consiste à faire de tout le poème et de la séquence des scènes de l'enlèvement, et du rapt des nymphes en particulier, la description est donc la reconstitution, par ekphrasis, du regard que pose le satyre sur les deux nymphes du tableau de Boucher, un regard qui accompagne le mouvement par lequel le faune, surprenant le couple de nymphes, s'apprête à s'en saisir. L'ekphrasis du regard est inséré dans le monologue sous la forme de la description d'un vécu, ou d'un revécu, celui de la scène d'abduction et de rapt. On essayera de montrer que Mallarmé emploie l'ekphrasis pour reprendre à sa manière les termes du discours sur la rivalité entre la peinture et la poésie. Il y affirme les limitations des modes de représentation mimétique, description et narration, par rapport aux effets d'une prosodie qui échappe à ces modes et s'illustre dans l'après-midi d'un faune par l'instabilité radicale du référent, une étreinte dont les traces feintes ou fictives ne permettent pas d'assurer qu'elle a eu lieu. Dans l'importance que prend la description dans les récits que fait le faune de la scène d'approche des nymphes, une approche dont la violence augmente en proportion de la profusion des détails d'événements qui échappent à la vue de par leur nature imaginaire et littéraire, mais qui lui sont rendus en quelque sorte par la précision des termes qui la décrivent, joue à plein l'ekphrasis qui non seulement fait venir les mots dans la chose vue mais plaque la vue et le visible en quelque sorte sur ce qui de lui-même n'en relève pas. Dans le contexte de la lecture qu'on propose du poème, l'ekphrasis est un effet du discours du faune, un effet rhétorique, opposé, mais analogue en ce sens au mouvement de la négativité qui informe le monologue à son début. Le faune poète y recourt pour donner à voir la scène fondatrice mais douteuse dont seul l'effet se manifestait dans les phrases entrecoupées par lesquelles s'ouvre le monologue. Cet effet, dont la formulation hésitante et négative signalait la proximité de l'événement, est remplacé par une description détaillée qui imite les effets plastiques, couleurs et textures, de la peinture et la création de scènes conçues comme des vignettes autonomes, dotées d'un décor et de dimensions spatiales et temporelles. Cet effet est remplacé par la description d'une scène qui prend, au fur et à mesure des variations dont elle fait l'objet dans le monologue, des traits d'autant plus précis qu'ils s'inspirent du topo iconographique et littéraire de la scène antique, rencontre manquée, contact violent mais avorté entre le faune et des personnages féminins. Pour résoudre l'énigme, aimais-je un rêve ? Le faune recourt à la reconstitution sinon d'un état, affect, du moins d'un événement. Elle reste la représentation d'une scène dont l'existence demeure douteuse, un doute qui est réitéré dans les propos que le faune s'adresse sous la forme d'interrogation et de dénégation, remet en question l'efficacité de la représentation, ce que Léo Bersani nommera velléité réaliste, et entrave l'élaboration d'une fiction dont le but déclaré est de reconstituer les circonstances d'une rencontre avortée, une rencontre qui se solde par la disparition des nymphes. C'est la forme verbale figure, dont on a tiré ici le substantif figure, qui opère la confusion plus que le passage entre le registre de la chair, celui de l'image de la chair et celui du discours. Figure des nymphes, figure du discours, ces figures du souhait trompent le désir du faune et son désir de connaître ce désir, son objet, et de les dire. Églogue 3, conception du faune. Signalant par ce terme d'églogue la conception du faune comme poète, Mallarmé marque l'articulation de la parole comme l'ère de la figuration, figuration du désir, performance du dessaisissement et de la fiction qui en assure la saisie, une saisie qui se veut alors celle de la langue, de la poésie ainsi que des nymphes, celle-ci entretenant avec celle-là un rapport à notre sens indécis quant à la primauté de l'une sur les autres. Des beautés toutes désirables, figures les unes des autres qui restent confondues dans l'esprit et le désir du faune et de ce fait, échappent à son emprise de poète et d'amant. En sous-titrant l'après-midi d'un faune églogue, Mallarmé fait du faune un poète, et de l'intimité inaudible des propos tenus à lui-même un dit poétique, une performance du discours autant qu'un spectacle, ménageant par là cette distance préliminaire et nécessaire à l'élaboration de la fiction et de sa scène. Églogue indique donc ici la toute-puissance signifiante de l'artifice littéraire. Un artifice qui, à l'insu du faune, conforme et contamine tout ce qui s'y dit et s'y donne à voir, tout ce qui s'y passe, fait du faune un masque, un acteur qui s'agite sur la scène générée par son propre discours, et du cours tumultueux de ses pensées comme de ses vécus, des effets de rhétorique.
Ici encore on assiste à une mise en abîme, à un redoublement qui fait qu'à la nature fictionnelle qui définit, à l'intérieur du poème qui l'encadre, le statut du monologue du faune, correspond à l'intérieur du monologue, le récit en italique des épisodes de la poursuite amoureuse, un récit annoncé signalé par les indications typographiques. L'agencement du poème consiste en cet effet rhétorique d'une narration, dans laquelle sont intercalées des ouvertures sur un espace-temps imaginaire, des interruptions ou passages qui remontent aux intentions premières de Mallarmé telles qu'elles sont conservées dans les indications scéniques du premier état de l'après-midi d'un faune. C'est ainsi que les mouvements vifs d'un monologue qui semble porter le faune vers la consommation de son désir sont en fait des unités isolées, serties, insérées et mises en abîme dans l'énonciation d'un discours qui précède et devance toujours en quelque sorte l'énoncé de ses espoirs. Réfléchissons, comptez, regonflons des souvenirs. Ces signalisations outrées annoncent les différentes manœuvres d'approche et de percée poétique et amoureuse réalisées par le faune, effet de l'alternance des modes du discours. Elles insistent sur la façon dont le faune s'essaie tour à tour à comprendre la nature d'un événement qui reste mystérieux, à le faire dire par les environs, à en surmonter la lacune. Ces mouvements dans le texte et dans sa typographie sont comme l'esquisse récurrente d'un récit s'acheminant vers le point culminant de cette petite épopée du désir, pour reprendre le charmant terme de L.J. Austin. Ce point culminant et douloureux est une scène, celle dans laquelle les nymphes, enfin à la portée du faune, lui échappent. 4. On pourrait voir dans cet édifice, dont les articulations sont bien marquées et dont la fonction est de signaler dans le dit du faune le passage d'un mode de discours à un autre, un mouvement régulier de balancier rappelant celui qui rythme la poésie pastorale, les poètes bergers prenant chacun à son tour la parole et faisant chacun la preuve de son art, chacun mettant à l'épreuve de celui de son concurrent la qualité de son talent mais aussi celle du mode poétique dans lequel il excelle. Avec églogue cependant Mallarmé situe son poème et son personnage à la genèse, en quelque sorte, de la poésie lyrique. 5. Il la fait entendre par la voix du faune et en réitère les éléments en leur imprimant un tour, ou ton particulier, celui d'une naïveté du faune qui sous le coup de la nécessité réinvente les conventions pastorales. Une réinvention, une redécouverte qui prend chez le faune l'allure d'une découverte, celle de l'élaboration du moi fictionnel, qui est le moi poète, et la formation de ce moi lyrique dans une relation primordiale à l'imaginaire du désir. Cependant, c'est dans la conception et le traitement de cette relation 6 que s'avère le clivage entre la poésie bucolique, en ce qu'elle se présente comme une activité substitutive de la souffrance érotique, souffrance qui est faite le thème de la fiction poétique, et la conception mallarméenne de l'écriture poétique comme une activité non rédemptrice, une activité dont l'effet de sublimation, thérapeutique et pacifiant se révèle inopérant et pour ce qui concerne le faune, indésirable. Dans le choix des personnages du faune et des nymphes, Syrinx et Vénus, Mallarmé signale le registre mythique sur lequel il situe la pulsion sexuelle et le désir. Par la voix du faune, il dépeint les épisodes et les étapes de la poursuite amoureuse jusqu'à l'ensemble des scènes qui, en enfilade, décrivent l'enlèvement et le rapt des nymphes. Ce en quoi, cependant, le faune de Mallarmé se distingue des figures de la fable, c'est en ce que les avatars de la pulsion sexuelle dont il est avec Pan la figure, les gains, les pertes et l'inépuisable énergie corporelle et physiologique dont elle est porteuse, événement peut-être douteux dans l'après-midi, sont des affects qui laissent des traces dans la psyché. Ces traces, celles du manque, celles du deuil, font sans délai au réveil du faune l'objet d'une prosopopée et prennent la forme d'un récit, d'une monodie. Imprimant un tour négatif et ironique à ses propos, au mode de l'introspection, de la remémoration et de la description dont le faune fait usage, Mallarmé en expose les conventions, en parodie les effets, et leur appose une autre poétique, une écriture qui va à l'encontre de la représentation de l'objet désiré, qui entérine l'échec de la représentation et par ce biais, le rend présent dans l'absence. Cet échec est celui de la réappropriation, de la confirmation et de la connaissance de ce rêve que Mallarmé a situé dans un avant-texte, une pré-parole, auquel le faune n'a accès que par la sensation, l'empreinte en lui d'un état, la trace qu'a laissé le baiser perfide, la morsure mystérieuse sur son sein vierge de preuves. Énoncé à la première personne, le monologue est le dire performatif, proliférant et répétitif d'une absence, une performance marquée négativement. Modifiant, par les interruptions et les reprises du récit que fait le faune, la course prévue d'avance de la poursuite amoureuse,
les horreurs et la terreur auxquelles elles donnent lieu et l'issue tragique des scènes de viol que rapporte le mythe de Pan et les métamorphoses ovidiennes, Mallarmé articule le thème de la pulsion sexuelle, de sa fixité et de sa violence, en les humanisant, en faisant les thèmes d'un récit de l'échec, d'une jouissance sans cesse différée, l'objet d'une recherche qui passe par elle. Initiation du faune au désir, à la parole. Dénégation. Doté d'un moi, le faune est fait ostensiblement le sujet de l'énonciation, ce jeu qui apparaît au premier vers avec « je veux les perpétuer » et énonce les articulations de ce qui va suivre, une ère temporelle balisée en un passé inscrit grammaticalement dans le C de « ces nymphes », qui indique un savoir qui n'appartient qu'au faune et qu'il se confirme à lui-même, et en un avenir ou un présent qui est celui de la parole et de la quête de l'objet qui est ici ce complément d'objet mis en tête de ce premier vers, ces nymphes. La lecture que l'on se propose de faire ici vise à étudier la configuration du désir dans l'après-midi d'un faune comme l'effet des modes contradictoires de la fiction inscrite par Mallarmé dans l'agencement du poème. Du fait qu'elle est inscrite à plusieurs reprises et sur différents registres dans le monologue dit par le faune, cette fiction, le dispositif spéculaire, configure la représentation du désir dans le récit qu'il demande à en faire comme une entreprise velléitaire. Celle-ci répond cependant à une nécessité impérieuse, celle qui veut que le désir se fraie un chemin dans le dit pour revenir par lui, par son intermédiaire, vers la pulsion. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.